Il arrive parfois, dans l'histoire des relations internationales, qu'un dirigeant décide de renverser la table, non pas en douce, mais à coups de déclarations fracassantes et de décisions qui laissent ses propres alliés stupéfaits. C'est exactement ce qu'a fait Donald Trump dans cette séquence tendue qui oppose Israël à l'Iran. Là où tous ses prédécesseurs s'étaient enfermés dans un soutien aveugle à l'État hébreu, Trump a choisi de bousculer les règles établies. Derrière ce choix, il y a moins un changement de conviction qu'une volonté de marquer l'histoire à sa manière. Et cela, quitte à déplaire à ses partenaires les plus proches. Tout commence dans un climat de tension extrême. Des échanges de missiles entre Israël et des forces iraniennes en Syrie. Des frappes ciblées, des ripostes, des morts et un risque d'embrasement régional que plus personne ne semble capable de contrôler. C'est dans ce contexte qu'apparaît Trump, non pas avec le discours de fermeté unilatérale attendu, mais avec des propos tranchants envers les deux camps. Il reproche à l'Iran son activisme nucléaire et ses provocations, mais il exige dans le même souffle qu'Israël cesse ses frappes et rappelle ses pilotes. Un double message inattendu qui, dans le langage diplomatique, vaut gifle public à Tel Aviv. Car ce qui choque, ce n'est pas seulement le contenu, mais aussi la manière. Trump, coutumier des sorties incendiaires, adopte ici un ton inhabituellement irrité. Il accuse les deux camps de se battre sans savoir ce qu'ils font. Une phrase lourde de conséquences, car elle place pour la première fois Israël au même rang que son ennemi juré. Un précédent dans la diplomatie américaine contemporaine. Ces mots trahissent la volonté de Trump de reprendre le contrôle du dossier iranien, qu'il considère stratégique pour asseoir son image d'homme capable de forcer la paix là où tous ont échoué avant lui. Derrière ce positionnement se cache un objectif clair, empêcher à tout prix l'Iran d'atteindre le seuil nucléaire, pas nécessairement par la guerre mais par la pression. Or, paradoxalement, pour préserver cette option diplomatique, il lui faut freiner Israël, dont les actions militaires risquent de torpiller toute tentative de négociation. C'est cet équilibre instable entre fermeté et retenue que Trump tente de maintenir en direct sous les yeux du monde. À mesure que les événements se déroulent, Trump multiplie les messages sur sa plateforme Truth Social. Il critique ouvertement les médias, fustige CNN pour avoir évoqué des fuites radioactives ou des dégâts irréversibles en Iran. Cette communication obsessionnelle montre à quel point le président veut contrôler le récit des événements. Il ne veut pas qu'on parle de chaos incontrôlé, mais d'opérations chirurgicales menées pour la paix. Cette obsession de l'image n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans une logique électorale et stratégique où chaque mouvement doit pouvoir être brandi comme une victoire personnelle. Sur la question de Gaza, Trump adopte une position plus réservée. Contrairement à ses précédentes interventions, où il n'hésitait pas à afficher un soutien total à Israël, cette fois, il se garde de faire la moindre promesse. Il sait que le conflit israélo-palestinien obéit à des dynamiques propres et qu'un soutien aveugle pourrait compliquer davantage les choses. Il craint que Tel Aviv ne profite du chaos avec l'Iran pour lancer une offensive contre Gaza, ce qui ferait capoter son fragile plan de désescalade. Ce qui frappe aussi, c'est l'irritation manifeste de Trump envers Netanyahou, une situation impensable il y a encore quelques années. Le président américain reproche aux dirigeants israéliens de ne penser qu'en termes militaires sans la moindre ouverture diplomatique. Pour Trump, il s'agit d'un affront personnel, car il souhaite décrocher un accord historique avec l'Iran, celui qu'aucun président américain n'a réussi à obtenir en 40 ans. Le conflit militaire ne l'intéresse que dans la mesure où il peut servir de levier pour faire plier Téhéran à la table des négociations. Ce revirement déstabilise profondément les cercles dirigeants israéliens, habitués à un soutien sans faille de Washington. Il oblige Netanyahou à choisir entre obéir aux injonctions américaines ou poursuivre l'escalade militaire, au risque de fragiliser l'alliance vitale qui lie les deux pays. Dans cette partie d'échecs où chaque mouvement compte, Trump vient de prendre un avantage psychologique en renversant les alliances traditionnelles. Du côté israélien, la stupéfaction est totale. Depuis la création de l'État en 1948, Israël s'est toujours reposé sur un principe simple, un soutien indéfectible de son allié américain, quelles que soient les circonstances. Ce pacte tacite a traversé les décennies, les administrations républicaines comme démocrates. Mais cette fois, la donne change brutalement. Les mots de Trump, son exigence de mettre fin aux frappes, ont laissé les cercles de décision israéliens sans voix. Un malaise palpable s'installe dans les bureaux feutrés de Tel Aviv et de Jérusalem. Le ministre de la Défense, les chefs de l'armée et le cabinet restreint du Premier ministre se retrouvent alors confrontés à un choix cornélien. D'un côté, poursuivre la riposte, frapper plus fort et tenter d'affaiblir durablement l'appareil militaire iranien déployé en Syrie et au Liban. De l'autre, céder à la pression américaine, instaurer un cessez-le-feu immédiat et risquer de passer pour faible face à leur opinion publique qui exige des représailles après les missiles iraniens ayant causé mort et destruction à Beersheba et Ashdod. Le problème, c'est qu'Israël avait cru, comme toujours, bénéficier d'un feu vert tacite de Washington. Les médias israéliens avaient relayé l'idée que les frappes pouvaient se poursuivre.
dans le cadre d'une stratégie commune de pression sur l'Iran. Mais en quelques heures, Trump a renversé cette perception. Non seulement il a refusé de valider la poursuite des opérations, mais il a en plus exigé leur arrêt immédiat, plaçant Netanyahou dans une impasse diplomatique et militaire. Car derrière les apparences, le dossier iranien divise profondément les alliés. Pour Washington, la priorité est claire: éviter à tout prix un conflit régional incontrôlable qui pourrait déstabiliser les marchés mondiaux, faire flamber les prix de l'énergie et entraîner les États-Unis dans un nouveau bourbier militaire. Trump veut un accord, un succès diplomatique qu'il pourra présenter comme son grand coup géopolitique. Israël, au contraire, considère l'Iran comme une menace existentielle qu'il faut neutraliser militairement, coûte que coûte. Cette divergence de stratégie n'est pas nouvelle, mais rarement elle n'avait été exprimée de manière aussi brutale et publique. Les généraux israéliens rappellent à leur gouvernement que l'Iran continue d'enrichir de l'uranium et de développer ses missiles balistiques, qu'un cessez-le-feu, aussi temporaire soit-il, renforcera la position de Téhéran et lui permettra de poursuivre ses projets à l'abri des regards. Dans le même temps, la pression populaire monte en Israël. Les familles des victimes des frappes iraniennes, les élus de la droite nationaliste et les médias les plus conservateurs réclament une riposte immédiate et massive. Pour eux, céder à Trump reviendrait à trahir la mémoire des morts et à renoncer à défendre la sécurité nationale. La tension monte dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem, où des manifestations spontanées réclament la guerre ouverte contre l'Iran. Dans ce contexte explosif, Netanyahou tente de gagner du temps. Il accepte du bout des lèvres le principe d'un cessez-le-feu après élimination de la menace immédiate. Une formule ambiguë qui lui permet de suspendre temporairement les opérations tout en laissant planer la menace d'une reprise des frappes à la moindre provocation. C'est une manœuvre tactique destinée à apaiser la Maison-Blanche sans désarmer totalement sur le plan intérieur. Mais cette posture est fragile. Les services de renseignement israéliens continuent de signaler des mouvements suspects sur les sites nucléaires et balistiques iraniens. La crainte est grande qu'en profitant de la trêve, Téhéran accélère son programme, franchisse des seuils technologiques irréversibles et rende tout accord diplomatique caduc. Les militaires plaident pour frapper à nouveau pour ne pas laisser l'Iran reprendre l'initiative. Côté américain, l'irritation persiste. Les conseillers de Trump redoutent que Netanyahou n'utilise le prétexte d'une incursion mineure ou d'une requête isolée pour relancer les hostilités. Ils tentent de verrouiller la situation en multipliant les contacts diplomatiques avec les pays du Golfe et avec le Qatar, qui dans l'ombre s'est proposé comme médiateur discret entre Washington, Téhéran et Tel Aviv. Le rôle du Qatar est capital. Ce petit émirat, souvent sous-estimé, dispose de canaux de communication ouverts avec toutes les parties, y compris les factions palestiniennes à Gaza et les autorités iraniennes. Son implication pourrait offrir une porte de sortie à cette crise, mais encore faut-il que les acteurs acceptent de faire des concessions. Et rien n'indique pour l'instant que ce soit le cas. Dans cette équation incertaine, Israël reste sur le fil du rasoir. Sa survie stratégique repose depuis toujours sur l'idée que, face à l'Iran, il doit conserver l'initiative militaire. Céder sous pression américaine constitue donc une rupture idéologique majeure. Netanyahou sait qu'il joue là son avenir politique et sa crédibilité au sein d'une opinion publique israélienne profondément hostile à toute concession envers Téhéran. Alors que les projecteurs restent braqués sur Israël et l'Iran, une autre partie de la scène se joue dans les coulisses diplomatiques et stratégiques de Washington. Donald Trump, fidèle à son style imprévisible, ne cherche pas simplement à éteindre un conflit régional. Il veut redessiner à sa manière l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Un pari risqué, car tenter de combiner menaces militaires et ouverture diplomatique avec des adversaires aussi déterminés que l'Iran et des alliés aussi intransigeants qu'Israël relève de la haute voltige politique. Dans la vision de Trump, cette escalade ne doit pas conduire à la guerre totale, mais servir de levier. Les frappes limitées contre des installations iraniennes ont pour but de rappeler à Téhéran qu'aucun site n'est inviolable et que les États-Unis conservent une capacité de frappe décisive à tout instant. Mais dans le même temps, il exige un arrêt des hostilités israéliennes, précisément pour éviter de donner à l'Iran un prétexte légitime à une riposte généralisée, qui pourrait piéger Washington dans un conflit qu'il souhaite éviter. Trump sait que la véritable clé de la stabilité régionale réside dans la maîtrise du programme nucléaire iranien. Ce dossier hante la diplomatie américaine depuis plus de 40 ans. Aucun président n'a réussi à obtenir un accord durable capable de contenir les ambitions nucléaires de Téhéran. Trump veut être celui qui brise cette malédiction. Et pour y parvenir, il adopte une stratégie hybride. La menace militaire couplée à la perspective d'une négociation historique. C'est ici que réside le cœur de sa manœuvre. En critiquant publiquement Israël, en lui imposant un cessez-le-feu, Trump envoie un signal direct à l'Iran. Il laisse entendre que les États-Unis ne suivront plus aveuglément Tel Aviv dans une logique d'affrontement permanent. Ce repositionnement stratégique est capital car il permet à Washington de se présenter comme un médiateur potentiel plutôt qu'un acteur partie prenante au conflit. Pour Téhéran, ce message est à double tranchant.
D'un côté, il confirme que les États-Unis conservent leur capacité de nuisance militaire. De l'autre, il ouvre une brèche diplomatique que certains cercles du pouvoir iranien souhaiteraient exploiter pour desserrer l'étau des sanctions internationales et obtenir des garanties sur la sécurité du régime. Le calcul de Trump est donc de créer une dynamique où l'Iran, isolé et sous pression, accepterait de revenir à la table des négociations. Mais ce pari se heurte à plusieurs obstacles. D'abord, parce qu'au sein même de l'administration américaine, cette stratégie divise. Certains faucons, au département d'État et au Pentagone, estiment qu'une démonstration de force sans suite militaire crédible risque de décrédibiliser les États-Unis. Pour eux, l'Iran ne pliera que sous la menace permanente et sous des frappes répétées, et toute concession pourrait être perçue comme un signe de faiblesse. Ensuite, parce qu'Israël refuse de céder la moindre marge de manœuvre à son ennemi iranien. Le gouvernement Netanyahou reste persuadé que toute trêve, tout compromis diplomatique ne fera que renforcer Téhéran à moyen terme. Pour les stratèges israéliens, seule une politique d'élimination préventive des capacités militaires et nucléaires iraniennes garantit la sécurité de l'État hébreu. Le troisième obstacle, enfin, tient aux dynamiques régionales. Les tensions entre sunnites et chiites, entre monarchie du Golfe et République islamique, font de toute négociation une entreprise périlleuse. L'Arabie saoudite, les Émirats et même l'Égypte regardent d'un mauvais œil ce rapprochement potentiel entre Washington et Téhéran. Ils craignent qu'un accord américain ne relâche la pression sur l'Iran et ne lui permette de renforcer ses relais au Liban, en Irak et au Yémen. C'est là que le Qatar entre en jeu. Ce petit émirat, aux ambitions diplomatiques disproportionnées pour sa taille, a souvent servi de médiateur discret dans les conflits du Moyen-Orient. En entretenant des relations pragmatiques avec toutes les parties, Israël, l'Iran, le Hamas et les États-Unis, Doha dispose d'une position unique pour faciliter des contacts indirects. Trump a saisi cette opportunité. Ses conseillers auraient, selon plusieurs sources, multiplié les échanges avec l'émir du Qatar pour sonder les possibilités d'un terrain d'entente. Mais rien n'est dû jouer. La situation peut basculer à tout moment. Si l'Iran riposte à la moindre attaque israélienne ou si un incident incontrôlé survient, toute cette architecture fragile peut s'effondrer, replongeant la région dans la guerre. Trump le sait, c'est pourquoi il s'emploie, à travers ses messages et ses déclarations tonitruantes, à conserver la main sur le récit. Il veut apparaître comme l'homme qui impose la paix par la force, celui qui ose bousculer ses alliés historiques pour éviter le pire. En cela, cette séquence marque un tournant. Pour la première fois depuis des décennies, l'alignement automatique entre Israël et les États-Unis montre des fissures visibles. La gestion de cette crise dessine peut-être les contours d'un nouveau Moyen-Orient où les rapports de force ne seront plus dictés uniquement par l'équation Tel Aviv-Washington, mais par une dynamique multipolaire intégrant des acteurs régionaux jusque-là secondaires.